Bienvenue dans notre maison d'édition, l'IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Critique de la raison pratique par Emmanuel Kant lu par Liam Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. Chapitre 1er, des principes de la raison pure pratique. 1. Définition. Des principes pratiques sont des propositions renfermant une détermination générale de la volonté, à laquelle sont subordonnées plusieurs règles pratiques. Ils sont subjectifs ou forment des maximes, quand la condition est considérée par le sujet comme valable seulement pour sa volonté. Mais ils sont objectifs et fournissent des lois pratiques, quand la condition est reconnue comme objective, c'est-à-dire comme valable pour la volonté de tout être raisonnable. Scully, si l'on admet que la raison pure puisse contenir en soi un fondement pratique, c'est-à-dire suffisant pour la détermination de la volonté, il y a des lois pratiques. Sinon, tous les principes pratiques ne seront que de simples maximes. Dans la volonté, affectée pathologiquement, pathologie Schaff-Fischerton, d'un être raisonnable, il peut y avoir conflit, Widerstreit, entre les maximes et les lois pratiques reconnues par l'être lui-même. Quelqu'un peut, par exemple, se faire une maxime de ne jamais essuyer une injure sans en tirer vengeance et s'apercevoir cependant en même temps que ce n'est pas là une loi pratique, mais seulement sa propre maxime. Qu'au contraire cette proposition, prise comme règle pour la volonté de tout être raisonnable, dans une seule et même maxime, ne pourrait être d'accord avec elle-même. Dans la connaissance de la nature, Naturerkenntnis, les principes de ce qui arrive, par exemple le principe de l'égalité de l'action et de la réaction dans la communication du mouvement, sont en même temps des lois de la nature, car l'usage de la raison y est théorique et déterminé par les sens, Beschaffenheit, de l'objet. Dans la connaissance pratique, c'est-à-dire dans celle qui a simplement affaire à des principes déterminants de la volonté, les principes, Grundsätze, que l'on se fait, ne sont pas encore pour cela des lois auxquelles on soit inévitablement soumis, parce que la raison doit en pratique s'occuper du sujet, c'est-à-dire de la faculté de désirer, dont la nature particulière peut occasionner dans la règle des modifications diverses. La règle pratique est en tout temps un produit de la raison, parce qu'elle prescrit l'action comme moyen d'arriver à l'effet, qui est un but. Mais cette règle est, pour un être chez qui la raison n'est pas tout à fait seul le principe déterminant de la volonté, un impératif, c'est-à-dire une règle qui est désignée par un devoir, ein Sollen, exprimant la nécessité objective de l'action et signifiant que, si la raison déterminait complètement la volonté, l'action se produirait infailliblement d'après cette règle. Les impératifs ont donc une valeur objective et sont totalement différents des maximes, qui sont des principes subjectifs. Mais les impératifs déterminent ou bien les conditions de la causalité de l'être raisonnable, en tant que cause efficiente et simplement par rapport à l'effet et aux moyens suffisants pour l'atteindre, Zulänglichkeit zu derselben, où ils déterminent seulement la volonté, qu'elle soit ou non suffisante pour l'effet. Les premiers seraient des impératifs hypothétiques et contiendraient de simples préceptes de savoir-faire, Geschicklichkeit, les seconds seraient au contraire catégoriques et formeraient seuls des lois pratiques. Des maximes sont donc, il est vrai, des principes, Grundsätze, mais non des impératifs. Quant aux impératifs eux-mêmes, s'ils sont conditionnels, c'est-à-dire s'ils ne déterminent pas la volonté, uniquement en tant que volonté, mais seulement en vue d'un effet désiré, c'est-à-dire s'ils sont des impératifs hypothétiques, ils forment, il est vrai, des préceptes, Vorschriften, pratiques, mais non des lois. Les lois doivent déterminer suffisamment la volonté en tant que volonté, avant même que je me demande si j'ai la puissance nécessaire pour produire un effet désiré, ou ce qu'il faut faire pour le produire. Partant, elles doivent être catégoriques, sans quoi elles ne sont pas des lois, parce qu'il leur manque, Fehl, la nécessité qui, pour être pratique, doit être indépendante des conditions pathologiques et par conséquent des conditions attachées fortuitement à la volonté. Dites à quelqu'un, par exemple, qu'il doit dans sa jeunesse travailler et faire des économies, pour n'être pas misérable dans sa vieillesse. C'est là un précepte pratique, exact et en même temps important de la volonté. Mais on voit facilement que la volonté est ici dirigée vers quelque autre chose, dont on suppose qu'elle a le désir. Et, quant à ce désir, il faut s'en rapporter à l'agent lui-même, Dies Begehren muss man Hachem, dem Täter selbst, überlassen, soit qu'il prévoit d'autres ressources,
en dehors de celles qu'il peut acquérir lui-même, qu'il n'ait aucun espoir de devenir vieux. Ou qu'il pense, en cas de misère, pouvoir un jour se contenter avec peu de choses. Schlecht behelfen zu können. La raison, qui seule peut donner naissance à toute règle devant renfermer la nécessité, mais aussi dans ce précepte, qui est sien, de la nécessité, car sans cela il ne serait pas un impératif, mais ce n'est qu'une nécessité subjectivement conditionnée, et elle ne peut être supposée à un degré égal dans tous les sujets. Or, pour que la raison puisse donner des lois, zu ihrer Gesetzgebung, il faut qu'elle ait simplement, bloß, besoin de se supposer elle-même, parce que la règle n'est objective et n'a une valeur universelle que si elle est valable sans aucune des conditions subjectives et accidentelles qui distinguent un être raisonnable d'un autre. Dites à quelqu'un qu'il ne doit jamais faire de fausses promesses, voilà une règle qui concerne simplement sa volonté, que les intentions que l'homme peut avoir soient ou non réalisées par elle. Le simple, bloß, vouloir est ce qui doit être déterminé complètement a priori par cette règle. S'il se trouve ensuite que cette règle est pratiquement juste, c'est une loi, parce qu'elle est un impératif catégorique. Donc les lois pratiques n'ont rapport qu'à la volonté, indépendamment de ce qui est effectué par sa causalité, et on peut, kann, faire abstraction de cette dernière, comme appartenant au monde des sens, pour les avoir dans toute leur pureté. 2. Théorème 1. Tous les principes pratiques qui supposent un objet, matière, de la faculté de désirer, comme principe déterminant de la volonté, sont empiriques et ne peuvent fournir de loi pratique. J'entends par matière de la faculté de désirer, un objet dont la réalité est désirée. Si le désir de cet objet est antérieur à la règle pratique et s'il est la condition par laquelle nous en faisons un principe, je dis, en premier lieu, que ce principe est alors en tout temps empirique. Car le principe déterminant du libre choix, Willkür, est alors la représentation d'un objet et le rapport de cette représentation au sujet, par lequel la faculté de désirer est déterminée à réaliser cet objet. Mais un tel rapport au sujet s'appelle le plaisir pris à la réalité d'un objet. Le plaisir devait, müsst, donc être supposé comme condition de la possibilité de la détermination du libre choix, Willkür. Mais on ne peut connaître a priori d'aucune représentation d'un objet, quelle qu'elle soit, si elle sera liée au plaisir, à la peine, Unlust, ou si elle sera indifférente. Donc, en pareil cas, le principe déterminant du libre choix, Willkür, doit toujours être empirique, comme aussi par conséquent le principe pratique matériel, qui le supposait comme condition. Puisque, en second lieu, un principe, qui ne se fonde que sur la condition subjective de la capacité de sentir, Empfänglichkeit, du plaisir ou de la peine, qui ne peut jamais être connu qu'empiriquement et ne peut être supposé à un degré égal chez tous les êtres raisonnables, peut bien servir, il est vrai, de maxime propre au sujet qui la possède, mais ne peut servir de loi pour cette capacité elle-même, parce qu'il manque de la nécessité objective qui doit être reconnue a priori. Un tel principe ne peut jamais fournir une loi pratique. 3. Théorème 2. Tous les principes pratiques matériels sont, comme tels, d'une seule et même espèce et se rangent sous le principe général de l'amour de soi ou du bonheur, Glückseligkeit, personnel. Le plaisir provenant de la représentation de l'existence d'une chose, en tant qu'il doit être un principe déterminant du désir de cette chose, se fonde sur la capacité de sentir, Empfänglichkeit, du sujet, puisqu'il dépend de l'existence, Dasein, d'un objet. Partant, il appartient au sens et non à l'entendement, qui exprime un rapport de la représentation à un objet, d'après des concepts, mais non un rapport de la représentation au sujet d'après des sentiments. Gefühlen. Il n'est donc pratique qu'en tant que la sensation agréable, Annehmlichkeit, que le sujet attend de la réalité de l'objet, détermine la faculté de désirer. Or, la conscience qu'a un être raisonnable de l'agrément de la vie, von der Annehmlichkeit des Lebens, accompagnant sans interruption toute son existence, et le bonheur, et le principe de prendre le bonheur pour principe suprême de détermination du libre choix, Willkür, et le principe de l'amour de soi. Donc, les principes matériels, qui posent le principe déterminant du libre choix, Willkür, dans le plaisir ou la peine qu'on peut éprouver de la réalité de quelque objet, sont d'une seule et même nature, en tant qu'ils appartiennent tous ensemble au principe de l'amour de soi ou du bonheur personnel. Corollaire, toutes les règles pratiques matérielles posent le principe déterminant de la volonté dans la faculté inférieure de désirer,
et s'il n'y avait aucune loi simplement formelle de la volonté, qui la déterminât suffisamment, il n'y aurait lieu d'admettre aucune faculté supérieure de désirer. Scully 1. Il est étonnant que des hommes, d'ailleurs ingénieux, Char et Fessinige, croient pouvoir distinguer la faculté inférieure de la faculté supérieure de désirer, en faisant remarquer que les représentations, qui sont liées au sentiment du plaisir, ont leur origine dans les sens ou dans l'entendement. Quand on cherche les principes déterminants du désir et qu'on les place dans un agrément, Annehmlichkeit, qu'on attend de quelque chose, il n'importe pas du tout de savoir d'où vient la représentation de cet objet qui procure du plaisir, mais seulement de savoir jusqu'à quel point elle est agréable. Que si une représentation ayant son siège et son origine dans l'entendement, ne peut déterminer le libre choix, Willkür, que parce qu'elle suppose un sentiment de plaisir dans le sujet, il dépend toujours complètement de la nature du sens interne, Inneren Sinn. Quel soit le principe déterminant du libre choix, c'est-à-dire qu'il faut que ce sens puisse être agréablement affecté par elle. Les représentations des objets peuvent encore être de nature aussi diverse qu'on le voudra, elles peuvent être des représentations de l'entendement, de la raison elle-même en opposition aux représentations des sens, le sentiment du plaisir par lequel seul elles forment proprement le principe déterminant de la volonté, l'agrément, la satisfaction qu'on en attend et qui pousse l'activité à la production de l'objet, et d'une seule et même espèce. Non seulement en tant qu'il ne peut jamais être connu qu'empiriquement, mais aussi en tant qu'il affecte une seule et même force vitale, Lebenskraft, se manifestant dans la faculté de désirer, et il ne peut différer sous ce rapport, que par le degré, de tout autre principe de détermination. Comment pourrait-on autrement comparer, au point de vue de la grandeur, grosse, deux principes de détermination différents totalement par le mode de représentation, pour prendre de préférence celui qui affecte au plus haut degré la faculté de désirer. Le même homme peut rendre, Sari le lire. Un livre instructif pour lui qu'il n'a qu'une seule fois entre les mains, pour ne pas manquer une partie de chasse, s'en aller au milieu d'un beau discours pour ne pas arriver en retard à un repas, abandonner une conversation raisonnable, et Unterhaltung durch vernünftige Gespräche, que d'ailleurs il apprécie beaucoup, pour aller s'asseoir à la table de jeu, il peut même repousser un pauvre, qui lui est d'ordinaire agréable de secourir, parce qu'il n'a en ce moment en poche que juste ce qu'il lui faut d'argent pour payer son entrée à la comédie. Si la détermination de la volonté repose sur le sentiment de l'agrément ou du désagrément, une Annehmlichkeit, qu'il attend d'une cause quelconque, le mode de représentation par lequel il est affecté lui est totalement indifférent. Quelle est l'intensité, la durée de cette satisfaction, dans quelle mesure peut-on facilement l'acquérir et la renouveler, voilà seulement ce qui lui importe pour se décider à faire un choix. Il est tout à fait indifférent à celui qui a besoin d'or pour une dépense, de savoir si la matière, si l'or a été extrait de la montagne ou retiré du sable lavé, pourvu qu'il soit accepté partout pour la même valeur. De même aucun homme ne demande, quand il s'agit simplement pour lui de l'agrément de la vie, an der Annehmlichkeit des Lebens, si les représentations viennent de l'entendement ou des sens, mais seulement le nombre, l'intensité des plaisirs qu'elles lui donnent pendant le temps le plus long, auf die lange Zeit. Ceux-là seuls qui contesteraient volontiers à la raison pure le pouvoir de déterminer la volonté sans supposer aucun sentiment, Gefühl, peuvent s'écarter de leur propre définition au point de déclarer complètement hétérogène, ce qu'ils ont eux-mêmes auparavant rapporté à un seul et même principe. Ainsi, par exemple, on observe que nous pouvons trouver du plaisir dans l'exercice pur et simple de notre force, bloßer Kraftanwendung, dans la conscience de notre force de caractère, Seelenstärke, pour surmonter les obstacles qui s'opposent à nos projets, dans la culture des talents de l'esprit. Etc. Et nous appelons tout cela avec raison des joies et des plaisirs, Ergötzungen, plus délicats, parce qu'ils sont, plus que d'autres, en notre pouvoir, parce qu'ils ne s'émoussent point et qu'au contraire ils fortifient plutôt le sentiment, Gefühl, qui nous permet d'en jouir plus encore, qu'ils nous éclairent en même temps qu'ils nous charment. Mais les donner comme déterminant la volonté d'une manière autre que par le sens, alors qu'ils supposent, pour la possibilité de ces plaisirs, un sentiment, Gefühl, mis à cet effet en nous, comme première condition de ce contentement, c'est faire comme les ignorants qui, voulant se mêler de faire de la métaphysique, se représentent la matière si subtile, si raffinée, fin, so überfein, qu'ils en ont eux-mêmes le vertige, et croient alors de cette manière avoir imaginé, Erdart, un être spirituel et cependant étendu. Si,
Avec Épicure, nous admettons que la vertu ne détermine la volonté que par le plaisir qu'elle promet, nous ne pouvons ensuite le blâmer de considérer ce plaisir comme tout à fait de même nature que les plaisirs des sens les plus grossiers, car on n'a aucune raison de l'accuser d'avoir attribué, uniquement au sens corporel, les représentations par lesquelles ce sentiment est excité en nous. Autant qu'on peut le conjecturer, il a cherché la source de beaucoup de ces représentations dans l'usage de la faculté supérieure de connaître. Mais cela ne l'empêchait pas et ne pouvait l'empêcher de considérer, d'après le principe indiqué, le plaisir que nous procurent ces représentations au reste intellectuel, et par lequel seules elles peuvent être des principes déterminants de la volonté, comme tout à fait de même nature que les autres plaisirs. Être conséquent, c'est la première obligation d'un philosophe, et c'est pourtant celle à laquelle on se conforme le plus rarement. Les anciennes écoles grecques nous en donnent plus d'exemples que ne nous en offre notre siècle syncrétique, où l'on se forme, avec des principes contradictoires, un certain système composite, Eingewiss coalition système, plein de mauvaise foi et de frivolité, parce que cela convient mieux à un public qui est content de savoir un peu de tout, sans rien savoir en somme, et d'être propre à tout. Inalen Setteln Gerechtszusa. Le principe du bonheur personnel, quel que soit l'emploi qu'on y fasse de l'entendement et de la raison, ne comprendrait cependant en soi pour la volonté d'autres principes déterminants que ceux qui sont conformes, angemessen, à la faculté inférieure de désirer. Par conséquent, ou bien il n'y a pas de faculté supérieure de désirer, ou la raison pure doit être pratique par elle seule, c'est-à-dire que, sans supposer aucun sentiment, j'effule, partant sans représentation de l'agréable ou du désagréable qui, en tant que matière de la faculté de désirer, est toujours une condition empirique des principes, elle doit pouvoir déterminer la volonté par la simple forme de la règle pratique. Alors seulement la raison, en tant qu'elle détermine par elle-même la volonté, qu'elle n'est pas au service des penchants, est une véritable faculté supérieure de désirer, à laquelle est subordonnée celle qui peut être pathologiquement déterminée, pathologisch bestimbar, elle est différente de cette dernière réellement et même spécifiquement, de sorte que, même le moindre mélange avec les impulsions de celle-ci, compromet sa force et sa supériorité. De même que le plus petit élément empirique, entrant comme condition dans une démonstration mathématique, en diminue et en détruit la valeur et la force, Nachdruck. La raison, dans une loi pratique, détermine la volonté immédiatement et non par l'intermédiaire d'un sentiment de plaisir ou de déplaisir venant s'interposer entre les deux, pas même par l'intermédiaire du plaisir attaché à cette loi. Et c'est seulement parce qu'elle peut être pratique comme raison pure, qu'il lui est possible d'être législative. Gesetzgebend. Scoli 2. Être heureux est nécessairement le désir de tout être raisonnable mais fini, partant c'est inévitablement un principe déterminant de sa faculté de désirer. Être content de son existence tout entière n'est pas en effet une sorte de possession originelle et une félicité, Seligkeit, qui supposerait une conscience de son indépendance et de son aptitude à se suffire soi-même émoticône triste, c'est né unabangigen Selbstgenussamkeit, c'est un problème qui nous est imposé par notre nature finie elle-même. Car nous avons des besoins et ces besoins concernent la matière de notre faculté de désirer. C'est-à-dire quelque chose qui se rapporte à un sentiment de plaisir ou de peine qui sert subjectivement de principe, grundé, et par lequel est déterminé ce dont nous avons besoin pour être contents de notre état. Mais, justement parce que ce principe matériel de détermination ne peut être connu qu'empiriquement par le sujet, il est impossible de considérer ce problème comme une loi. Car une loi, en tant qu'objective, devrait renfermer, dans tous les cas et pour tous les êtres raisonnables, le même principe déterminant de la volonté. En effet, bien que le concept du bonheur, Glückseligkeit, serve partout de base au rapport pratique des objets à la faculté de désirer, il n'est cependant que le titre général des principes subjectifs de détermination et ne détermine rien spécifiquement, tandis que c'est de cela seulement qu'il s'agit dans ce problème pratique, qui ne peut en aucune façon être résolu sans cette détermination. Le sentiment particulier de plaisir et de déplaisir, propre à chacun, lui indique en quoi il doit placer son bonheur, et, même dans un seul et même sujet, ce choix dépend de la différence des besoins qui suivent les modifications de ce sentiment, ainsi une loi subjectivement nécessaire, comme loi naturelle, est objectivement un principe pratique tout à fait contingent, qui peut et doit être très différent dans des sujets différents, qui partant, ne peut jamais fournir une loi, puisqu'il s'agit, dans le désir de bonheur, non de la forme de la conformité à la loi, Gesetzmäßigkeit.
mais exclusivement de la matière, c'est-à-dire, de savoir si je dois attendre du plaisir et combien je dois en attendre de l'observation de la loi. Les principes de l'amour de soi peuvent, il est vrai, renfermer des règles générales de savoir-faire, des moyens pour arriver à des fins, mais alors ce sont des principes simplement théoriques, par exemple, que celui qui voudrait manger du pain aurait à imaginer un moulin. Mais des préceptes pratiques fondés sur ces principes ne peuvent jamais être universels, car le principe déterminant de la faculté de désirer est fondé sur le sentiment du plaisir et du déplaisir, qui ne peut jamais être considéré comme universellement appliqué aux mêmes objets. Mais supposons cependant que des êtres finis et doués de raison pensent, en général, d'une seule et même manière, durch einerlei, par rapport à ce qu'ils auraient à accepter pour objet de leur sentiment de plaisir ou de douleur et par rapport même aux moyens dont ils doivent se servir pour atteindre les premiers et écarter les autres, le principe de l'amour de soi ne pourrait encore en aucune façon être donné par eux pour une loi pratique, car cette unanimité ne serait encore que contingente. Le principe déterminant ne serait toujours que subjectivement valable et simplement empirique, il n'aurait pas cette nécessité que l'on conçoit dans toute loi, c'est-à-dire la nécessité objective provenant de principes a priori. Donnera-t-on donc cette nécessité, non comme pratique, mais comme simplement physique? Dira-t-on que l'action nous est aussi inévitablement imposée par notre penchant, que nous l'est le bâillement, quand nous voyons bâiller d'autres personnes? On devrait affirmer qu'il n'y a pas de loi pratique, mais seulement des conseils, Anratungen, à l'usage de nos désirs. Plutôt que d'élever des principes simplement subjectifs au rang des lois pratiques, qui ont une nécessité tout à fait objective et non simplement subjective, qui doivent être reconnues a priori par la raison et non par l'expérience, quelque généralité empirique qu'elles puissent avoir. Les règles elles-mêmes des phénomènes concordants, einstimmige, ne sont appelées des lois naturelles, par exemple les règles mécaniques, que si on les connaît réellement a priori, ou que si, du moins, on admet, comme pour les règles chimiques, qu'elles seraient connues a priori par des principes objectifs. Si notre intelligence pénétrait plus profondément, wenn unsere Einsicht tiefer ginge. Mais pour les principes pratiques simplement subjectifs, c'est une condition expresse qu'ils aient pour base des conditions non objectives, mais subjectives du libre choix. Willkür. 4. Théorème 3. Si un être raisonnable doit se représenter ces maximes comme des lois pratiques universelles, il ne peut se les représenter que comme des principes qui déterminent la volonté, non par la matière, mais simplement par la forme. La matière d'un principe pratique est l'objet de la volonté. L'objet est ou n'est pas le principe déterminant de la volonté. Dans le premier cas, la règle de la volonté est soumise à une condition empirique, à savoir, au rapport de la représentation déterminante avec le sentiment du plaisir ou de la peine, partant ne peut être une loi pratique. Or si d'une loi on enlève par abstraction toute matière, c'est-à-dire tout objet de la volonté, comme principe déterminant, il ne reste rien que la simple forme d'une législation, Gesetzgebung, universelle. Par conséquent, un être raisonnable ne peut pas du tout se représenter ces principes subjectivement pratiques, c'est-à-dire ces maximes, comme étant en même temps des lois universelles, où il doit admettre que la simple, blosse, forme par laquelle il s'adapte à une législation universelle, en fait par elle seule des lois pratiques. Scoli, l'entendement le plus ordinaire peut distinguer, sans instruction préalable, Unterweisung, quelle forme est ou n'est pas, dans la maxime, capable de s'adapter à une législation universelle. Je me suis fait, par exemple, une maxime d'augmenter mes ressources par tous les moyens sûrs. J'ai maintenant entre les mains un dépôt dont le propriétaire est mort et n'a à ce sujet laissé aucun écrit. C'est naturellement le cas de mettre en pratique ma maxime. À présent, je veux seulement savoir si cette maxime peut avoir aussi la valeur d'une loi pratique universelle. Je l'applique donc au cas présent et je me demande si elle peut prendre la forme d'une loi, partant si je pourrais, par ma maxime, donner cette loi, que chacun est autorisé à nier un dépôt, quand personne ne peut prouver qu'il lui a été confié. Aussitôt je m'aperçois qu'un tel principe se détruirait lui-même comme loi, parce qu'il aurait pour résultat de supprimer tout dépôt. Une loi pratique, que je reconnais pour telle, doit être propre à une législation universelle, sie zur allgemeinen Gesetzgebung qualifizieren, c'est une proposition identique et, partant, claire par elle-même. Maintenant si je dis que ma volonté est soumise à une loi pratique, je ne puis alléguer mon penchant, par exemple,
dans le cas présent, ma cupidité, comme le principe déterminant de ma volonté, qui serait convenable, schlichen, pour une loi pratique universelle. Car, loin d'avoir la valeur d'une législation universelle, il se détruirait plutôt lui-même dans la forme d'une loi universelle. Il est donc étonnant, quoique le désir du bonheur est, partant aussi, la maxime par laquelle chacun pose ce désir comme principe déterminant de sa volonté, soit universelle, qu'il ait pu venir à l'esprit d'hommes intelligents, d'en faire une loi pratique universelle. Car, tandis que, dans les autres cas, une loi universelle de la nature met l'harmonie en tout, on aurait ici comme conséquence, si l'on voulait donner à la maxime l'universalité d'une loi, exactement le contraire de l'accord, la pire des contradictions et la destruction complète de la maxime elle-même et de son but. En effet, la volonté, d'Herville, de tous n'a pas alors un seul et même objet, mais chacun a le sien propre, son propre bien-être, qui peut, il est vrai, s'accorder fortuitement avec les intentions que d'autres rapportent également à eux-mêmes, mais qui ne suffit pas, il s'en faut de beaucoup, à faire loi, car les exceptions que l'on est autorisé à faire à l'occasion sont infinies et ne sauraient, en aucune façon, être renfermées d'une manière déterminée dans une règle générale. Ainsi se produit une harmonie, semblable à celle que décrit certains poèmes satiriques à propos de la bonne intelligence, Silner Art, de deux époux qui se ruinent. Aux merveilleuses harmonies, ce qu'il veut, elle le veut aussi. Semblable encore à ce qu'on raconte de François Ier, prenant un engagement envers Charles Quint, ce que mon frère Charles veut, Milan, je veux aussi l'avoir. Des principes empiriques de détermination ne sont pas valables pour une législation extérieure universelle, mais ils conviennent aussi peu à une législation intérieure de même nature, car chacun prend pour base de son penchant son propre sujet, différent de celui de chacun de ses semblables, et, dans chaque sujet même, c'est tantôt un penchant et tantôt un autre, qui a l'influence prépondérante. Trouver une loi qui puisse régir tous les penchants, à la condition de mettre entre eux une complète harmonie, est chose absolument, schlechterdings, impossible. 5. Problème 1. Supposer que la simple, blosse, forme législative des maximes soit seul le principe suffisant de détermination d'une volonté, trouver la nature de cette volonté qui ne peut être déterminée que par ce moyen, dadurch. Puisque la simple forme de la loi peut être représentée exclusivement par la raison, partant, qu'elle n'est pas un objet des sens et n'appartient pas au phénomène, Erscheinungen, la représentation de cette forme, comme principe déterminant de la volonté, est différente de tous les principes qui déterminent les événements naturels, Begebenheiten in der Natur, d'après la loi de la causalité, parce que, dans ce dernier cas, les principes déterminants doivent être eux-mêmes des phénomènes. Mais si aucun principe de détermination autre que cette forme législative universelle ne peut servir de loi à la volonté, celle-ci doit être conçue, Gedart, comme totalement indépendante de la loi naturelle des phénomènes dans leur rapport mutuel, c'est-à-dire de la loi de la causalité. Or une telle indépendance s'appelle liberté, Freiheit, dans le sens le plus rigoureux, c'est-à-dire dans le sens transcendantal. Donc une volonté à laquelle la simple forme législative de la maxime peut seule servir de loi est une volonté, vil, libre. 6. Problème 2. Supposer qu'une volonté soit libre, trouver la loi qui seule est capable, Toglich, de la déterminer nécessairement, puisque la matière de la loi pratique, c'est-à-dire un objet de la maxime, ne peut jamais être donnée qu'empiriquement, mais que la volonté libre, en tant qu'indépendante des conditions empiriques, c'est-à-dire des conditions qui appartiennent au monde des sens, doit cependant pouvoir être déterminée, il faut qu'une volonté libre trouve, indépendamment de la matière de la loi et pourtant dans la loi, un principe de détermination. Or, il n'y a, outre la matière, rien de plus dans la loi que la forme législative. Donc la forme législative, en tant qu'elle est renfermée dans la maxime, est l'unique chose qui puisse fournir un principe de détermination de la libre volonté, Willens. Scully. La liberté et la loi pratique inconditionnée, Unbedingtes. Note de bas de page 1 s'impliquent donc réciproquement l'une l'autre. Je ne demande pas ici maintenant si elles sont distinctes en fait, ni si une loi inconditionnée n'est pas plutôt simplement la conscience, Selbstbewusstsein, d'une raison pure pratique, ni si cette dernière est identique au concept positif de la liberté. Mais je demande d'où prend naissance notre connaissance de ce qui est inconditionnellement pratique, si c'est de la liberté ou de la loi pratique. Elle ne peut naître de la liberté,
dont nous ne pouvons ni avoir immédiatement conscience, puisque le premier concept en est négatif, ni conclure l'existence par l'intermédiaire de l'expérience, puisque l'expérience ne nous fait connaître que la loi des phénomènes et partant que le mécanisme de la nature, juste le contraire de la liberté. Donc c'est la loi morale, dont nous avons immédiatement conscience, dès que nous formulons des maximes de la volonté, qui s'offre d'abord à nous et nous mène directement au concept de la liberté, en tant qu'elle est représentée par la raison comme un principe de détermination, que ne peut dominer aucune condition sensible et qui, bien plus, en est totalement indépendant. Mais comment est possible la conscience de cette loi morale? Nous pouvons avoir conscience de lois pratiques pures comme nous avons conscience de principes théoriques purs, en observant la nécessité avec laquelle la raison nous les impose et en faisant abstraction de toutes les conditions empiriques qu'elle nous impose. Le concept d'une volonté pure tire son origine, Hans Sprenghaus, des lois pratiques pures, comme la conscience d'un entendement pur, des principes théoriques purs. Que ce soit là la véritable subordination de nos concepts, que la moralité nous découvre d'abord le concept de la liberté, que par conséquent la raison pratique propose d'abord, avec ce concept, le problème le plus insoluble à la raison spéculative pour la mettre par là dans le plus grand embarras, c'est ce qui ressort clairement de la considération suivante. Puisque, par le concept de la liberté, rien ne peut être expliqué dans les phénomènes, que le mécanisme naturel, au contraire, doit toujours y constituer le fil directeur, qu'en outre la raison pure. Si elle veut s'élever à l'inconditionné dans la série des causes, tombe dans une antinomie où elle se perd dans l'incompréhensible, d'un côté comme de l'autre, tandis que le dernier, le mécanisme, est au moins utile dans l'explication des phénomènes, on n'aurait jamais eu l'audace d'introduire la liberté dans la science, si la loi morale et avec elle la raison pratique n'étaient intervenues et ne nous avaient imposé ce concept. Mais l'expérience confirme aussi cet ordre des concepts en nous. Supposons que quelqu'un affirme, en parlant de son penchant au plaisir, qu'il lui est tout à fait impossible d'y résister, quand se présente l'objet aimé et l'occasion. Si, devant la maison où il rencontre cette occasion, une potence était dressée pour l'y attacher aussitôt qu'il aurait satisfait sa passion, ne triompherait-il pas alors de son penchant? On ne doit pas chercher longtemps ce qu'il répondrait. Mais demandez-lui si, dans le cas où son prince lui ordonnerait, en le menaçant d'une mort immédiate, de porter un faux témoignage contre un honnête homme qu'il voudrait perdre sous un prétexte plausible, il tiendrait comme possible de vaincre son amour pour la vie, si grand qu'il puisse être. Il n'osera peut-être assurer qu'il le ferait ou qu'il ne le ferait pas, mais il accordera sans hésiter que cela lui est possible. Il juge donc qu'il peut faire une chose, parce qu'il a conscience qu'il doit, seul, la faire et il reconnaît ainsi en lui la liberté qui, sans la loi morale, lui serait restée inconnue. 7. Loi fondamentale de la raison pure pratique. Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d'une législation universelle. Scoli, la géométrie pure a des postulats, qui sont des propositions pratiques, mais ne contiennent rien de plus que la supposition qu'on peut faire une chose, s'il est exigé qu'on doive la faire, et ce sont là les seules propositions géométriques qui concernent une existence, Dasein. Ce sont donc des règles pratiques soumises à une condition problématique de la volonté. Mais ici la règle dit qu'on doit tout simplement, Schlechtin, agir d'une certaine façon. La règle pratique est donc inconditionnée, partant représentée a priori comme une proposition catégoriquement pratique, par laquelle la volonté est, absolument, schlechterdings, et immédiatement, par la règle pratique elle-même, qui, par conséquent, est ici une loi, objectivement déterminée. Car la raison pure, pratique en soi, est, immédiatement ici législative. La volonté est conçue, Gedart, comme indépendante de conditions empiriques, partant comme volonté pure, déterminée par la simple forme de la loi, et ce principe de détermination est considéré comme la suprême condition de toutes les maximes. La chose est assez étrange et n'a pas son équivalent dans tout le reste de la connaissance pratique. Car la pensée a priori d'une législation universelle possible, pensée qui est par conséquent simplement problématique, est réclamée inconditionnellement comme loi, sans emprunter quoi que ce soit à l'expérience ou à une volonté extérieure. Ce n'est pas toutefois un précepte, d'après lequel doit avoir lieu une action par laquelle il est possible de produire un effet désiré, car la règle serait toujours alors physiquement conditionnée, mais une règle qui, a priori, détermine la volonté,
simplement par rapport à la forme de ces maximes et il n'est pas impossible dès lors de concevoir, denken, au moins comme un principe qui détermine par la forme objective d'une loi en général, une loi qui s'applique simplement à la forme subjective des principes. On peut appeler la conscience de cette loi fondamentale un fait, factum, de la raison, parce qu'on ne saurait le tirer par le raisonnement, des données antérieures de la raison, par exemple, de la conscience de la liberté, car cette conscience ne nous est pas donnée d'abord, mais parce qu'elle s'impose à nous par elle-même comme une proposition synthétique a priori, qui n'est fondée sur aucune intuition, Anschauung, ou pure ou empirique. Cette proposition serait, à vrai dire, analytique, si l'on supposait la liberté de la volonté, mais, pour supposer la liberté comme concept positif, il faudrait une intuition intellectuelle qu'on ne peut pas du tout ici admettre. Cependant, pour ne pas se méprendre en admettant cette loi comme donnée, il faut bien remarquer qu'elle n'est pas un fait empirique, mais le fait unique de la raison pure, qui s'annonce par là comme originairement législative. Sic volo, sic jubeo. Corollaire, la raison pure est pratique par elle seule et donne à l'homme une loi universelle, que nous nommons la loi morale, Sittengesetz. Scoli, le fait précédemment mentionné est indéniable. On n'a qu'à analyser le jugement que les hommes portent, sur la conformité à la loi, Gesetzmäßigkeit, des actions qu'ils accomplissent, on trouvera toujours que, quoi que puisse objecter le penchant, leur raison, incorruptible et se contraignant elle-même, durch sich selbst gezwungen, compare toujours la maxime de la volonté dans une action à la volonté pure, c'est-à-dire à elle-même, en se considérant comme pratique a priori. Or ce principe de la moralité, précisément en raison de l'universalité de la législation qui en fait le principe formel et suprême de détermination de la volonté, indépendamment de toutes les différences subjectives que peut présenter celle-ci, est reconnu, par la raison, comme une loi de tous les êtres raisonnables, en tant qu'ils ont une volonté en général, c'est-à-dire un pouvoir de déterminer leur causalité par la représentation de règles. Par conséquent, en tant qu'ils sont capables d'agir d'après des principes et par suite aussi d'après des principes pratiques a priori, car ceux-ci ont seuls la nécessité que la raison réclame d'un principe. Il n'est, par conséquent, pas simplement limité aux hommes, mais il s'applique à tous les êtres finis qui ont raison et volonté. Bien plus, il comprend Einschli, même l'être infini, en tant que suprême intelligence. S'appliquant aux hommes, la loi a la forme d'un impératif, parce qu'on peut, à la vérité, supposer en eux, en tant qu'être raisonnable, une volonté pure, mais non leur attribuer, en tant qu'être soumis à des besoins et à des causes sensibles de mouvement, sinnlichen Bewegung, une volonté sainte, c'est-à-dire une volonté qui ne soit capable d'aucune maxime contradictoire avec la loi morale. Pour eux, la loi morale est donc un impératif, qui commande catégoriquement, puisque la loi est inconditionnée. Le rapport d'une volonté telle que la leur à cette loi est la dépendance, Abhängigkeit, qui sous le nom d'obligation, Verbindlichkeit, désigne une contrainte, Nötigung, imposée toutefois par la simple raison et sa loi objective, pour l'accomplissement d'une action qui s'appelle devoir, Pflicht, parce qu'un libre choix, Willkür, pathologiquement affecté, quoique non déterminé par ses affections et partant aussi toujours libre, implique un souhait, Wunsch, qui résulte de causes subjectives, par conséquent peut être souvent opposé au principe pur et objectif de détermination et ainsi a besoin, comme contrainte, Nötigung, morale, d'une résistance de la raison pratique, qui peut être appelée une coercition, Zwang, interne, mais intellectuelle. Dans l'intelligence suprême, Allergenuksamsten, le libre choix, Willkür, est représenté avec raison comme incapable d'aucune maxime qui ne pourrait en même temps être une loi objective, et le concept de la sainteté qui, pour cela, lui convient, la met au-dessus, non de toutes les lois pratiques, mais au moins de toutes les lois pratiquement restrictives, partant au-dessus de l'obligation et du devoir. Cette sainteté de la volonté est toutefois une idée pratique, qui doit nécessairement servir de type, Urbild, s'en rapprocher indéfiniment est la seule chose qui convienne à tous les êtres finis et doués de raison. C'est cette idée que la loi pure morale qui, pour cette raison est elle-même appelée sainte, leur met constamment et avec raison devant les yeux. Être sûr du progrès indéfini de ces maximes et de leur tendance constante à une marche en avant, Fortschreiten, c'est le point le plus élevé que puisse atteindre une raison pratique finie, c'est la vertu, qui, du moins comme pouvoir naturellement acquis,
ne peut jamais être parfaite, parce que l'assurance Sicherheit n'est jamais dans ce cas une certitude apodictique, et que, comme conviction, überreden, elle est très dangereuse. 8. Théorème 4. L'autonomie de la volonté est le principe unique de toutes les lois morales et des devoirs qui y sont conformes. Au contraire, toute hétéronomie du libre choix, Willkür, non seulement n'est la base d'aucune obligation, mais elle est plutôt opposée au principe de l'obligation et à la moralité de la volonté. Le principe unique de la moralité consiste dans l'indépendance, à l'égard de toute matière de la loi, c'est-à-dire à l'égard d'un objet désiré, et en même temps aussi dans la détermination du libre choix, Willkür, par la simple forme législative universelle, dont une maxime doit être capable. Mais cette indépendance est la liberté au sens négatif, cette législation propre de la raison pure est, comme telle, pratique, et la liberté au sens positif. La loi morale n'exprime donc pas autre chose que l'autonomie de la raison pure pratique, c'est-à-dire de la liberté, et cette autonomie est elle-même la condition formelle de toutes les maximes, la seule par laquelle elles puissent s'accorder avec la loi pratique suprême. Si donc la matière du vouloir, Wollen, qui ne peut être que l'objet d'un désir lié avec la loi, intervient dans la loi pratique comme condition de la possibilité de cette loi, il en résulte une hétéronomie du libre choix, Willkür, c'est-à-dire la dépendance à l'égard de la loi naturelle. De quelque impulsion, Antrieb, ou de quelque penchant, et la volonté, Will, ne se donne plus elle-même la loi, mais seulement le précepte d'une obéissance raisonnable à une loi pathologique. Mais la maxime qui, dans ce cas, ne peut jamais contenir en soi la forme universellement législative, non seulement ne fonde de cette manière aucune obligation, mais elle est elle-même opposée au principe d'une raison pure pratique, et par conséquent aussi à l'intention, Gesinnung, morale, quand même l'action qui en résulte serait conforme à la loi, Gesetzmäßig. Scoli 1, un précepte pratique, qui implique une condition matérielle, par conséquent empirique, ne doit donc jamais être compté pour loi pratique. Car la loi de la volonté pure, qui est libre, transporte la volonté dans une sphère tout autre que la sphère empirique, et la nécessité qu'elle exprime, ne devant pas être une nécessité naturelle, peut donc uniquement consister dans les conditions formelles de la possibilité d'une loi en général. Toute matière des règles pratiques repose toujours sur des conditions subjectives, qui ne lui procurent d'autre universalité, pour des êtres raisonnables, qu'une universalité conditionnée, dans le cas où je désire ceci ou cela, je suis obligé de le faire égal tun ensuite pour le réaliser égal wirklich zum Machen, et qui tourne tout ensemble autour du principe, Grund, du bonheur personnel. Maintenant, sans doute, il est indéniable que tout vouloir, Wollen, doit avoir aussi un objet, partant une matière. Mais celle-ci n'est pas, pour cette raison, le principe déterminant et la condition de la maxime, car s'il en est ainsi, la maxime ne peut se représenter, darstellen, dans une forme universellement législative, puisque l'attente de l'existence de l'objet serait alors la cause déterminante du libre choix, Willkür, et que, à dépendance de la faculté de désirer à l'égard de l'existence d'une chose quelconque devrait être la base du vouloir, Wollen. Mais cette dépendance ne peut jamais être cherchée que dans des conditions empiriques et par conséquent ne peut fournir le fondement d'une règle nécessaire et universelle. Ainsi le bonheur d'êtres étrangers pourra être l'objet de la volonté d'un être raisonnable. Mais s'il était le principe déterminant de la maxime, il faudrait supposer que, dans le bien-être d'autrui, nous trouvons, non seulement une satisfaction naturelle, mais aussi un besoin, comme celui où la sympathie amène avec elle chez quelques hommes, Beimenschen. Or je ne puis, chez tous les êtres raisonnables, et pas du tout en Dieu, supposer ce besoin. Donc à la vérité, la matière de la maxime peut subsister, mais elle ne doit pas en être la condition, car autrement la maxime n'aurait pas la valeur d'une loi. Par conséquent, la simple forme d'une loi, qui limite la matière, doit être en même temps une raison, Grund, d'ajouter cette matière à la volonté, mais non de la supposer. Que la matière soit, par exemple, mon propre bonheur. Cette matière, si je l'attribue à chacun, ce qu'en fait je puis faire pour des êtres finis, ne peut devenir une loi pratique objective que si j'y comprends le bonheur des autres. Par conséquent, la loi qui commande de favoriser le bonheur d'autrui ne résulte pas de la supposition que c'est pour chacun un objet du libre choix, Willkür, mais simplement de ce que la forme de l'universalité, dont la raison a besoin comme condition,
pour donner à une maxime de l'amour de soi la valeur objective d'une loi, devient le principe déterminant de la volonté. Et ainsi ce n'était pas l'objet, le bonheur des autres, qui était le principe déterminant de la volonté pure, mais la simple forme de loi, Gesetzlich, par laquelle je limitais ma maxime fondée sur le penchant, pour lui procurer l'universalité d'une loi et l'adapter ainsi à la raison pure pratique. C'est de cette limitation, et non de l'addition d'un mobile, triebfeder, extérieur, que pourrait naître seulement alors le concept de l'obligation d'étendre la maxime de l'amour de soi à la félicité d'autrui. Scoli 2, on obtient juste le contraire du principe de la moralité, si l'on prend pour principe déterminant de la volonté le principe du bonheur personnel, dans lequel il faut ranger, comme je l'ai montré plus haut, tout ce qui, en général, place le principe déterminant qui doit servir de loi, dans quelque autre chose que dans la forme législative de la maxime. Cette contradiction, Widerstreit, n'est pas simplement logique, comme celle qui se produirait entre des règles empiriquement conditionnées, qu'on voudrait élever à la hauteur de principes nécessaires de la connaissance. Elle est pratique et détruirait complètement la moralité, n'était la voie de la raison, si claire relativement à la volonté, si pénétrante, unüberschreibbar, si perceptible, vernehmlich, même pour les hommes les plus vulgaires. Aussi cette contradiction ne peut-elle plus se maintenir que dans les spéculations embrouillées, Kopfverwirrenden, des écoles, qui sont assez hardies, Dresde, pour se rendre sourdes à cette voix céleste, afin de soutenir une théorie qui ne leur ronde pas la tête, Die kein Kopfbrechen kostet. Si l'une de tes connaissances, que d'ailleurs tu aimes, pensait se justifier auprès de toi d'avoir porté un faux témoignage, en alléguant d'abord le devoir sacré, selon son dire, du bonheur personnel. Si elle énumérait ensuite les avantages qu'elle s'est ainsi procurés, faisait ressortir la prudence avec laquelle elle a procédé pour être sûre de ne pas être découverte, même par toi à qui elle a dévoilé ce secret, uniquement parce qu'elle pourra le nier en tout temps. Puis si elle en venait à affirmer sérieusement qu'elle a accompli un véritable devoir d'homme. Ou tu lui rirais au nez ou tu te détournerais d'elle avec horreur, quoique, si quelqu'un a fondé uniquement ses principes sur son propre avantage, tu n'es pas la moindre chose à alléguer contre cette façon de procéder, Maasregel. Supposez encore que quelqu'un vous recommande un homme comme un régisseur auquel vous pourriez confier aveuglément toutes vos affaires, que, pour vous inspirer confiance, il le vante comme un homme prudent, qui entend supérieurement son propre avantage, comme un homme actif, infatigable, qui ne laisse passer aucune occasion sans en tirer profit. Supposez enfin que, pour ne pas vous laisser craindre de trouver en lui un égoïste vulgaire, Pobelhaften, il le vend comme un homme qui s'entend à vivre délicatement, qui cherche sa satisfaction, non en amassant de l'argent ou en se livrant à une sensualité brutale, mais en étendant ses connaissances, en fréquentant une société choisie d'hommes instruits et même en faisant du bien aux indigents, qui, du reste, quant aux moyens, qui ne tirent leur valeur ou leur non-valeur que du but poursuivi, n'hésiteraient pas, nicht bedenklich wäre, à employer l'argent et le bien d'autrui. Comme s'il lui appartenait en propre, pourvu qu'il sache qu'il peut le faire sans être découvert et sans rencontrer d'obstacles, ungehinder, vous croiriez que celui qui vous recommande cet homme se moque de vous ou qu'il a perdu la raison. Les limites de la moralité et de l'amour de soi sont marquées avec tant de clarté et d'exactitude, so scharf, que la vue même la plus ordinaire ne peut manquer de distinguer si quelque chose appartient à l'un ou à l'autre. Les quelques remarques qui suivent peuvent à la vérité paraître superflues, quand il s'agit d'une vérité si manifeste, mais elles servent du moins à donner un peu plus de clarté au jugement de la raison commune à tous les hommes. Gemeinen Menschenvernunft. Le principe du bonheur peut bien fournir des maximes, mais il ne peut jamais en donner qui soient propres à servir de loi à la volonté, même si l'on prenait pour objet le bonheur général, allgemeine. En effet, puisque la connaissance de ce dernier repose sur l'os pur, la hauteur, donnée de l'expérience, que tout jugement de chacun sur ce sujet dépend de son opinion, qui est en outre elle-même très changeante, on peut, il est vrai, en tirer des règles générales, jamais des règles universelles, des règles qui, l'une portant l'autre, se trouvent le plus souvent exactes. Mais non des règles qui, toujours et nécessairement, doivent être valables. Par conséquent, on ne peut fonder sur ce principe des lois pratiques. Par cela même qu'ici un objet du libre choix, Willkür, doit être la base de la règle du libre choix et par conséquent doit le précéder, la règle ne peut être rapportée qu'à ce que l'on éprouve, empfindet, partant,
qu'à l'expérience sur laquelle seule elle est fondée, et alors la diversité du jugement doit être infinie. Ce principe ne prescrit donc pas les mêmes règles pratiques à tout être raisonnable, quoiqu'elles soient comprises sous un titre commun, celui du bonheur. Mais la loi morale n'est conçue comme objectivement nécessaire, que parce qu'elle doit être valable pour quiconque a raison et volonté. La maxime de l'amour de soi, prudence, conseille simplement, la loi de la moralité commande. Or il y a une grande différence entre ce qu'on nous conseille et ce à quoi nous sommes obligés, ce qu'il y a à faire d'après le principe de l'autonomie du libre arbitre, Wilcure, l'entendement le plus ordinaire le perçoit sans peine et sans hésitation. Savoir ce qu'il y a à faire dans la supposition de l'hétéronomie du libre arbitre, Wilcure, est une chose difficile et qui réclame la connaissance du monde. La connaissance du devoir, Waspflichtzeit, se présente d'elle-même à chacun, tandis que ce qui apporte un avantage vrai et durable, est toujours, si cet avantage doit être étendu à toute l'existence, Dasein, enveloppé d'impénétrables ténèbres, et qu'il faut beaucoup de prudence pour adapter la règle pratique ainsi déterminée, par d'adroites exceptions et seulement d'une façon supportable, aux fins, Zwecken, de la vie. Mais la loi morale commande à chacun l'obéissance la plus ponctuelle. Juger ce qu'il y a à faire d'après cette loi, ne doit donc pas être d'une difficulté telle que l'entendement le plus ordinaire et le moins exercé ne sache s'en tirer à merveille, même sans aucune expérience, Weltklugheit, du monde. Satisfaire à l'ordre catégorique de la moralité est en tout temps au pouvoir de chacun, suivre le précepte empiriquement conditionné du bonheur ne l'est que rarement, et il s'en faut de beaucoup que, même par rapport à un but unique, cela soit possible pour chacun. La cause en est que, dans le premier cas, il n'est question que de la maxime, qui doit être vraie, erte et pure, tandis que, dans le second, il s'agit aussi des forces et du pouvoir physique de produire réellement un objet désiré. Ordonner à chacun de chercher à se rendre heureux, serait une chose insensée, car on ne commande jamais à quelqu'un ce que de lui-même il veut déjà inévitablement. On devrait simplement lui ordonner ou plutôt lui présenter les moyens, Maßregeln, de l'être, car il ne peut pas tout ce qu'il veut. Mais prescrire la moralité sous le nom de devoir est une chose tout à fait raisonnable, car d'abord personne n'en suit volontiers le précepte, s'il est en contradiction avec ses penchants et, en ce qui concerne les moyens par lesquels on peut obéir à cette loi. Il n'est pas nécessaire de les enseigner ici, puisque chacun peut, à ce point de vue, ce qu'il veut. Celui qui a perdu au jeu peut bien se fâcher, argern, contre lui-même et son imprudence, mais s'il a conscience d'avoir triché, quoiqu'il ait gagné par ce moyen, il doit se mépriser lui-même, dès qu'il se compare à la loi morale. Celle-ci doit donc être bien autre chose que le principe du bonheur personnel. Car pour être obligé, müssen, de se dire à soi-même « Je suis un infâme, nichtswürdiger, quoique j'ai rempli ma bourse », il faut avoir une autre règle de jugement que pour s'approuver soi-même et se dire « Je suis un homme prudent, car j'ai enrichi ma caisse ». Enfin, il y a encore, dans l'idée de notre raison pratique, quelque chose qui accompagne la violation d'une loi morale, c'est le démérite, Strafwürdigkeit. Or la participation, das Teilhaftigwerden, au bonheur ne peut pas du tout se lier avec le concept d'une punition. Considérée en tant que punition, Straf. En effet, bien que celui qui punit ainsi, puisse avoir en même temps la bonne intention de diriger aussi cette punition sur ce but, Zweck, la punition, comme telle, c'est-à-dire comme simple mal, Übel, doit d'abord être justifiée par elle-même, de sorte que celui qui est puni, si l'on en restait là, Wen et dabei blieb, et qu'il n'entrevit même aucune faveur se cachant derrière cette rigueur, devrait, muss, avouer lui-même qu'il n'a que ce qu'il mérite et que son sort est tout à fait proportionné à sa conduite. La justice, Gerechtigkeit, doit donc d'abord se trouver dans toute punition, considérée comme telle, et elle forme ce qui est essentiel, das Wesentliche, dans ce concept. La bonté peut sans doute y être liée, mais celui qui a mérité la punition par sa conduite n'a pas la moindre raison d'y compter. La punition est, par conséquent, un mal physique qui, quand même il ne serait pas attaché comme conséquence naturelle au mal moral, moralisch Bosen, devrait cependant y être lié comme conséquence, d'après les principes d'une législation morale. Or, si tout crime, sans même en considérer les conséquences physiques par rapport à l'agent, est punissable par lui-même, c'est-à-dire fait perdre le bonheur, au moins en partie,
il serait évidemment absurde de dire que le crime a consisté précisément à s'attirer une punition, en portant préjudice à son propre bonheur, ce qui, d'après le principe de l'amour de soi, devrait être le concept propre de tout crime. La punition serait, de cette façon, la raison d'appeler une chose criminelle, et toi ein Verbrechen zu nennen, et la justice devrait consister plutôt à laisser de côté toute punition et même à prévenir la punition naturelle. Car alors il n'y aurait plus rien de mauvais, böses, dans l'action, parce que les maux, qui autrement en sont la conséquence et qui seuls font appeler l'action mauvaise, seraient désormais écartés. Mais considérer complètement toute punition et toute récompense comme la machine, Maschinenwerk, placée dans la main d'une puissance supérieure et devant uniquement servir à faire marcher vers leur but final, le bonheur, des êtres raisonnables, c'est réduire la volonté à un mécanisme qui supprime toute liberté, et cela est trop évident pour qu'il soit nécessaire d'insister sur ce point. Plus subtil encore, quoiqu'aussi fausse, est la théorie, Vorgeben, de ceux qui admettent un certain sens moral particulier par lequel, et non par la raison, serait déterminée la loi morale, d'après lequel la conscience de la vertu serait immédiatement liée au contentement et à la satisfaction, Zufriedenheit, Vergnügen, celle du vice, au trouble de l'âme et à la douleur, ramenant ainsi toute chose au désir du bonheur personnel. Sans répéter ici ce qui a été dit plus haut, je ne veux que faire remarquer l'erreur dans laquelle il tombe. Pour se représenter l'homme vicieux comme torturé et moralement inquiété par la conscience de ses fautes, il faut d'abord le supposer, d'après le fond essentiel de son caractère, au moins en quelques degrés, moralement bon, comme celui que réjouit la conscience de l'accord de ses actes avec le devoir, Pflichtmäßige Handlungen, doit d'abord être représenté comme vertueux. Le concept de la moralité et du devoir devait donc précéder toute considération sur ce contentement et ne peut pas du tout en être dérivé. On doit d'abord apprécier l'importance de ce que nous nommons devoir, l'autorité de la loi morale, et la valeur immédiate que la personne acquiert à ses propres yeux par l'accomplissement de la loi morale, pour sentir ce contentement que produit dans la conscience la conformité, Angemessenheit, à la loi et le reproche amer qu'elle nous adresse quand nous avons violé la loi. On ne peut donc sentir ce contentement ou ce trouble de l'âme, avant de connaître l'obligation, on ne peut en faire le fondement de cette dernière. On doit au moins déjà être à demi honnête homme pour pouvoir se faire seulement une représentation de ses sentiments, Empfindungen. Je ne conteste pas du tout d'ailleurs que, de même que grâce à la liberté, la volonté humaine peut être immédiatement déterminée par la loi morale, l'exercice fréquent, en conformité avec ce principe de détermination, ne puisse à la fin produire subjectivement un sentiment de contentement de soi-même. Au contraire. C'est un devoir d'établir et de cultiver ce sentiment, qui seul mérite d'être appelé proprement le sentiment moral. Mais le concept du devoir ne peut en être dérivé, autrement nous devrions nous représenter un sentiment d'une loi, comme tel, et faire objet de la sensation ce qui ne peut être conçu que par la raison, ce qui, si ce ne doit pas être une pure, platée contradiction, supprimerait totalement tout concept du devoir et le remplacerait par un jeu mécanique de penchants délicats, entrant parfois en lutte avec les penchants grossiers. Or, si nous comparons notre principe formel suprême de la raison pure pratique, en tant qu'autonomie de la volonté, avec tous les principes jusqu'ici matériels de la moralité, nous pouvons les représenter tous, comme tels, en un tableau dans lequel sont épuisés réellement tous les cas possibles, en dehors du seul principe formel, et prouver ainsi aux yeux qu'il est inutile de chercher un principe autre que celui que nous présentons maintenant. Tous les principes déterminants possibles de la volonté sont ou simplement subjectifs et partant empiriques, ou bien objectifs et rationnels. Les uns et les autres sont ou externes ou internes. Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par IA.